On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté, T. Luc, la campagne électorale des démocrates vient de revivre de ses cendres tel le phénix, ou presque. Les donateurs sont de retour, les gens appuient Kamala Harris, des premières attaques contre M. Trump. Trump qui lui-même est en train de faire une belle explosion, disons, de colère sur les réseaux sociaux. On est revenu au plan pour les démocrates? Voilà, quand on dit renaître de ses cendres, c'est peut-être un brin exagéré. Bon. C'est très polarisé cette année. J'arrête pas de répéter, ça va être serré jusqu'à la fin. Que Joe Biden soit là, que Kamala Harris soit là, c'est le faible pourcentage de votes à aller chercher. Joe Biden n'y parvenait plus. Et c'est là où les donateurs ont dit on s'en va. Donc, et c'est beaucoup les donateurs qui décident pendant une campagne électorale. Donc, on peut dire que ça ramène finalement la course là où elle doit être. Ça ne fait pas de Kamala Harris une super héroïne. Je pense pas qu'elle joigne l'univers Marvel sous peu. Et Donald Trump va conserver ses chances. Ce que ça fait, c'est nous ramener à ce à quoi on s'attendait. Mais oui, il y a un vent de renouveau. Puis on a senti beaucoup de colère, un discours hargneux du côté des républicains. Quelques attaques, je trouve, qui étaient bien senties, qui pourraient porter. Puis de l'autre, ben écoute, on a l'impression que tout le monde s'aime soudainement chez les démocrates. On a serré les rangs, mais écoute, c'est à une vitesse fulgurante. C'est peut-être une chose qu'on pourrait reprocher. Il y a des éditorialistes aux États-Unis qui le font. C'est peut-être une chose qu'on peut reprocher aux démocrates, c'est de donner l'impression que tout ça était planifié. Il le fallait dans une certaine mesure, mais écoute, on n'est que mardi. Depuis dimanche, puis c'est pas dimanche matin que Joe Biden, en se levant, là, a annoncé sur Twitter qu'il quittait, le nombre de gens qui se sont ralliés, le nombre de gens qui ont confirmé qu'ils ne seraient pas de la course comme colistiers, encore moins comme adversaire à Kamala Harris, les donateurs qui, écoute, je répète, mardi matin, on est quoi, à 8 heures, là, tout près de 8 heures, 100 millions de dollars qui ont été versés depuis l'annonce de Joe Biden. Donc, c'est vraiment, quand on dit dynamiser une base, mais en même temps bien montrer que les démocrates avaient organisé ça, jusqu'où on le verra, mais si on est démocrate, c'est fantastique. Mais même si on est démocrate et que je souhaitais quelque chose de plus ouvert qu'un couronnement, ça va très vite. Donc, Kamala Harris a déjà, en passant, cumulé au moment où on se parle, le nombre de délégués nécessaires pour qu'à la convention, on puisse dire notre candidate est Kamala Harris. Donc, ceux qui souhaitaient ceux qui souhaitaient des mini-primaires ou ceux qui souhaitaient une convention ouverte, moi, je pense que ça aurait été mauvais pour les démocrates, mais excellent pour moi. J'aime bien couvrir ça. Ça aurait été assez spectaculaire. Mais écoute, c'est fou la vitesse à laquelle tout se déroule. Le petit bémol pour Mme Harris, c'est que ça l'oblige à être très bonne très tôt aussi. Dès qu'elle prend la parole, elle l'a fait hier, là, dès qu'elle prend la parole maintenant, c'est la candidate démocrate qui s'exprime. Elle peut bien dire, je vais compléter mon travail de vice-présidente, j'appuie Joe Biden. Joe Biden devient officiellement ce qu'on appelle un lame duck ou un canard boiteux. Il en a pour 6 mois à ce qu'on se soucie très peu de ce qu'il va dire, sauf dans certains dossiers, et on va tourner notre attention vers Mme Harris. Et ça veut dire que Kamala Harris doit être très bonne très vite. Donc, la marge de manœuvre était restreinte de toute manière, mais là, elle doit se démarquer avant la convention pour qu'on puisse faire de la convention ce que j'aime moins, moi, mais ce à quoi servent les conventions modernes. C'est-à-dire, c'est notre gros show, c'est notre gros spectacle, c'est toute la guimauve américaine, c'est on s'aime, il y a un avenir, on va prendre soin de vous. Donc, faut que Kamala Harris soit prête. Faut pas qu'on ait à corriger de bourde avant la convention. Et ça s'en vient vite, la convention. Ouais, ça s'en vient vite. En même temps, on a déjà vu justement les couleurs de Mme Harris. Elle les a affichées dès sa première sortie publique. Puis ça, c'est peut-être ça aussi qui va commencer à venir marteler pas mal sur l'ego de M. Trump. C'est qu'elle, elle les reprend les messages et les attaques beaucoup plus fortes que Joe Biden en disant « Moi, j'ai été une procureure, j'ai combattu les escrocs, les fraudeurs et les agresseurs sexuels, Donald Trump, et tout ça en même temps. » Je veux dire, il y a de quoi le faire culter, là. Je les ai tous affrontés. Mais écoute, ça, c'était
je regardais parfois, je sais pas trop le faire pour éviter qu'on croise nos points de vue, mais j'essaie de lire, bien sûr, le collègue Pierre Martin. Je vais lire aussi des gens qui écrivent dans d'autres médias. Je pense à Richard Etu de la presse. Et on a eu tout le monde la même idée à 1 heure d'intervalle ou à peu près. C'est la procureure contre l'agresseur. Donc ça, c'était la partie évidente. On a une femme, le Parti républicain dit nous sommes le parti de la loi et l'ordre. Et là, c'est les démocrates qui ont quelqu'un qui a été chargé d'appliquer ou de superviser la loi et l'ordre. On a même dit de Kamala Harris que c'était la COP, Attorney General. C'était la procureure, si on veut, des policiers. Donc, qu'elle était devenue elle-même tellement, dans certains dossiers, on l'a critiquée parce qu'elle était dure, ni plus ni moins que une policière. Donc, elle va jouer de ça. Et quand on est sur ce terrain-là, oublions les partisans extrêmes des deux camps. Là, on pense à ceux qu'il faut aller séduire, de ceux dont il faut aller chercher le vote. Madame Harris, peut-être qu'elle ne pêche pas par excès de charisme, mais elle va être particulièrement brutale et elle est capable d'un argumentaire assassin. Donc, ça va ressortir la faiblesse de l'argumentaire de Donald Trump dans ce temps-là. Il est spectaculaire, il y a des formules faciles et ça va. En politique, on est habitué à ça. Ça nous prend quelques mots, puis on les répète inlassablement pour passer le message. Mais pour peu qu'on s'intéresse à l'argumentaire, pour l'avoir vu agir comme procureur général, mais pour l'avoir suivi au Sénat aussi, elle est redoutable dans ces phases-là. Après ça, ben, il lui restera l'opération charme. Est-ce qu'elle parvient à établir un contact, à soulever des émotions? Ça, c'est la grande faiblesse de Kamala Harris. On n'a pas l'impression qu'elle passe auprès des électeurs. On ne va pas s'attacher à elle comme les républicains s'attachent à Donald Trump ou qu'on s'est déjà attaché à Barack Obama chez les démocrates. Mais Ouais. j'ai hâte de l'entendre débattre et argumenter. Elle est forte. On est revenu sur les primaires 2020 en disant, ouais, sa campagne a plus ou moins élevé. Il y a des gens qui nous reviennent avec Tulsi Gabbard, qui est presque autant républicaine que démocrate maintenant. Puis on avait dit, ouais, mais elle n'a pas été démontée par Tulsi Gabbard. C'est un mauvais moment de Kamala Harris. C'est pas, disons, son meilleur coup, mais retournez l'écouter pendant les débats. Puis écouter ses réponses, ses attaques face aux adversaires démocrates. Et elle était très efficace et elle est capable d'être très dure, très ferme. Ouais, on risque d'être moins enthousiaste peut-être du côté des républicains à accepter les prochains débats ou aller les faire. J'ai déjà vu M. Trump Hein? trouter sur son site à lui en disant Hein? ça devrait être sur Fox News là, le prochain, je veux que ça soit sur Fox News. Ah, on voit déjà les réactions qui sortent d'un peu Puis partout. on voit qu'il était prêt à affronter Joe Biden n'importe où. Là, avec Mme Harris, on devient un peu plus, mes étudiants diraient un peu plus têteux. Donc, Ouais. il est pas, il semble moins prêt à venir n'importe où, n'importe quand. Là, je veux aller en terrain ami. J'aimerais ça qu'on soit. Donc, c'est déjà un aveu finalement quelque part. C'est déjà un aveu du fait que c'est Joe Biden qu'on voulait. Puis Mme Harris, c'est autre chose. Il va falloir changer notre stratégie pour Kamala Harris. On a commencé à le faire. Mais je disais, c'est tellement polarisé. Dans tout ce qu'on va voir et entendre, demandez-vous tout le temps ce qui peut plaire ou convaincre les indécis, les indépendants, les républicains qui pourraient changer de camp le temps d'une élection parce qu'on veut pas de Trump. C'est la seule chose vraiment à surveiller. Le Ouais. reste, c'est l'aspect spectacle, c'est la politique sensationnaliste pour galvaniser nos troupes. C'est pas de Ouais. ça dont on a besoin. C'est-à-dire qu'on veut qu'ils aillent voter, mais eux, leur vote est presque acquis. Il faut le garder. C'est les autres qu'il faut convertir. Appelons ça comme ça pour être dans le ton de l'invité précédent. Convertir, c'était vraiment. C'est triste que ce soit ça, mais c'est vraiment un bon terme dans la situation, ouais, dans la Ouais, situation actuelle. Hey, sinon, Luc, c'est un dossier, on parlait de M. Trump, ça le concerne ouais, directement et indirectement. Il y a eu tous les questionnements qui ont été posés aux services secrets en ce moment, qui ont clairement, ouais. puis qui, de leur propre aveu, failli à leur tâche là, de protéger M. Trump de manière Ouais. efficace. Ça aurait pu être une véritable tragédie. Là, ça l'est déjà, je veux dire, il y a un décès, là, mais c'est quand même tout un aveu qui est fait, puis les questions, les réponses qu'on entend en ce moment au Congrès sont assez saisissantes, Luc. Voilà, puis écoute, j'ai demandé à l'équipe de nous garder un extrait. Celle qui dirige cet interrogatoire, c'est presque
c'est un bien cuit, mais c'est pas drôle, de Mme Cheetle, qui est la directrice des services de protection. Euh, on lui réserve un traitement qui est particulièrement brutal, avec raison, mais on va très loin. Donc, passons cet extrait où Nancy Mace, qui dirige les travaux à la Chambre des représentants, relance de questions la directrice des services de protection. On July 15th, this committee sent you a list of demands of information that we wanted. Has the Secret Service provided this committee a complete list of all law enforcement personnel that were there that day? Have you done that? Have you provided a list to the Oversight Committee? Yes or no? I will have to get back to you on that. That is a no. Have you provided all audio and video recordings in your possession to this committee, as we asked on July 15th? Yes or no? I would have to get back to you. That is a no. You're full of today. You're just being completely dishonest. Ouais. Disons que le ton est solide, puis il est quand même fort, là, you're being completely dishonest. Ouais, you are full of shit. Donc, je suis désolé s'il fallait biper, nous aussi, par-dessus le terme. Donc, on l'a entendu dans la retransmission. C'est particulièrement dur et brutal comme traitement, ce qu'on lui a réservé. Mais il faut dire que, et c'est là où Mme Mace s'en sort, alors qu'on s'en prend quand même à quelqu'un là, qui a un rôle très, très important aux États-Unis. Donc, là où elle s'en sort, c'est que les réponses étaient inacceptables. On parle pas d'enjeux partisans ici, là. On parle des services de protection auxquels beaucoup de politiciens ont droit, mais à plus forte raison des candidats qui sont en vue, qui sont souvent à l'extérieur, qui sont en public. Et là, on était capable de s'approcher et de tirer, écoute, plusieurs coups de feu. On parle de cette balle, effectivement, qui a atteint Donald Trump à l'oreille. Mais t'as dit, il y a quelqu'un qui a été blessé, il y a un père de famille qui, en tentant de sauver les siens, a été atteint mortellement par un tir. Les services de protection avaient déjà dit à l'équipe de Donald Trump, vous ne devriez plus être dehors. Mais à partir du moment où Donald Trump refuse ça ou qu'il décide d'aller de l'avant, c'est quand même à eux à assurer la protection. Et ça a été ma première réaction. Comment se fait-il que ce gars-là ait pu grimper sur le toit, qu'il ait eu le temps de s'installer et de tirer à plusieurs reprises? C'est une arme semi-automatique, je veux bien, mais là, oublions Donald Trump. C'est vraiment une faille majeure et ce qu'elle parvenait pas à fournir comme élément ou ce qu'elle ne veut pas fournir, la directrice des services de protection, c'est au cœur de l'enquête. Est-ce que vous aviez vraiment, finalement, c'est ce qu'on lui demande, là, de rendre des comptes, de fournir des listes? Est-ce qu'on a vraiment déployé tous les efforts nécessaires? Il y avait assez de personnel? Là, ce qu'on apprend, c'est que les services de police du coin, c'était insuffisant. On n'avait pas les ressources pour le faire. C'était au service de protection, donc, d'en rajouter ou de s'assurer que s'il y avait des failles, ben, on venait combler ces failles-là. Et visiblement, on a échoué. Donc, c'est majeur. C'est pas républicain ou démocrate. On va le récupérer politiquement après. Les républicains pourront dire comment ça se fait que ce soit arrivé avec Donald Trump, ça, cette erreur-là. Mais on doit rendre des comptes. Et moi, j'ai hâte qu'on aille au fond de cette histoire. Le cycle médiatique fait qu'on en parle moins là, ces jours-ci. D'ailleurs, hier, c'était Kamala Harris mur à mur dans les médias, là, partout. Et pourtant, au Congrès, il y avait cette rencontre qui est majeure et pour laquelle, moi, j'utiliserais probablement un vocabulaire et des formules différentes de Mme Mace, mais républicain ou démocrate, je suis en colère hier que la directrice des services de protection soit pas en mesure de me fournir plus d'explications ou à tout le moins des renseignements qui apparaissent à être le service minimal à offrir pour les services de protection. Ah, absolument. Puis tu fais bien de le dire, Luc, c'est transpartisan en ce moment-là. C'est les plus coriaces puis les plus à gauche des démocrates sont allés poser des questions super dures aussi au travers de tout ça. Je retiendrai au travers de ça, moi, les questions d'Alexandria Ocasio-Cortez là, et aussi, qui est connu pour être très à gauche des démocrates, puis qui a posé une question, moi, qui, tu vois, m'a fait sursauter. Elle a dit... OK, est-ce que vous reconnaissez que le rayon d'action d'un AR-15, le fusil le plus vendu et possédé aux États-Unis, c'est quelque chose comme 300 pieds? Elle fait comme oui. Votre périmètre de sécurité mesure 150. Elle dit, est-ce que vous êtes en train de me dire que votre périmètre de sécurité est plus court que la portée du fusil le plus utilisé pour toutes les tueries aux États-Unis? Puis la madame me regarde avec des gros yeux de biche, puis elle fait ouais.
Ah, moi, ça m'a jeté à terre, juste ça. Tu vois, puis c'est posé par une des plus coriaces des démocrates. On en reparlera, Luc, parce que c'est assez capital. Merci. Le temps nous file entre les doigts. Oui, vas-y. Oui, juste fraction de seconde. Procédure de destitution. Nous, on en parle quand c'est un président. C'est ce qu'on va entreprendre contre la directrice des services de protection. Donc, c'est n'importe quel haut fonctionnaire, ce dont fait partie Mme Cheeto. Je voulais juste préciser ça avant de partir. On va probablement passer à un vote pour destituer la directrice des services de protection. Wow, c'est quand même tout un événement qui accompagne une tentative d'assassinat là, d'un président, d'un ancien président. Parlons plus tard cette semaine aussi, Luc, il faut absolument qu'on traite du travail qui reste à Joe Biden parce qu'il demeure président. Quand même, on a l'air de l'oublier dans ce qui se passe, mais il demeure président. Puis il y a tout le dossier israélo-palestinien entre les mains. Luc La Liberté, un gros merci, on s'en reparle bientôt. Bonne journée, Alexandre.